Alors tout d'abord, bonsoir. Nous allons essayer d'avoir un contenu assez concis et pas rentrer dans l'exhaustivité, parce que c'est un vaste programme, le mouvement Moussard en tant que tel. Moi, la spécificité qui va concerner le sujet, ça serait d'essayer de comprendre comment Rav Salanter a réussi à introduire dans le Moussard un caractère novateur. Nous allons définir le terme Moussard, exposer par la suite son contexte historique dans lequel s'inscrit le Rav Salanter, ses approches novatrices, notamment en psychologie, ainsi que la postérité de son mouvement. Donc, il faut savoir que le terme Moussard, il signifie déjà premièrement une correction, une instruction. Nous pouvons le justifier par les versets suivants. Il est fait mention dans la Bible, dans le chapitre 11 de Devarim, verset 2, l'apparition du terme suivant. Le Moussard de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main puissante et son bras étendu. Notamment, on s'aperçoit aussi qu'au chapitre 1 de Michelet, verset 2, il est fait mention que grâce à eux, on appelle à connaître la sagesse et la morale, à goûter le langage de la raison. Donc nous y reviendrons un peu plus tard, mais en réalité, il a emprunté le terme raison donc, du chapitre 1 de Michelet par sa revue qui va mettre au point une revue qui fondera sous le nom de Tevuna. À ce titre, le Moussard revêt un sens plus profond que l'éthique ou la morale dans la philosophie grecque. Je m'explique. Dans le sens où le Moussard engage une amélioration de ses qualités psychologiques. Pardon. Nous pouvons parler de morale pratique, car elle tend vers la perfection de notre intellect et de nos vertus. Donc, il faut préciser déjà un point essentiel. Dans le traité Talmud de Jérusalem, Rashi rapporte une discussion entre deux maîtres au sujet du verset fondamental exprimant toute le condensé de la postérité biblique, à savoir que Rabbi Akiva répondra « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Rabbi Ben Azaï répond « L'homme est créé à l'image de Dieu ». Rashi prend parti pour l'enseignement de Akiva, car pour lui, ce qui compte, c'est l'amour de l'homme qu'il faut aimer en tant que tel, et non seulement parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Rabbi Salanter rejoint l'avis de Rashi dans le sens où il axera ses actions sociales sur la qualité et le potentiel latent de l'être humain. Rabbi Salanter mettra l'accent sur des prescriptions de la Torah en les distinguant des prescriptions rabbiniques. En effet, une anecdote rapporte qu'une épidémie de choléra en 1848 fit rage dans la communauté juive. Au moment de Yom Kippour, Rabbi Salanter distribua du pain et du vin sur la bima, ce qui fit scandale. Ses fidèles lui reprochèrent de mettre en danger la tradition, lui reprochait de mettre en danger la santé de ses fidèles. Pour lui, l'interdit était beaucoup plus grave que la transgression du jeûne. Sans grande surprise, il a suscité de vives oppositions de la communauté locale compatissante pour les malades, et non pour les bien portants. Or, pour Salanter, il fallait mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est intéressant de constater une approche traditionnelle de Rabbi Salanter plus avant-gardiste. Nous allons aborder son innovation principale. Donc cet avant-gardisme dont il fait preuve a été introduit par le contexte historique, notamment l'influence externe implicite de la Scala. Je m'explique. Cette dernière prône en effet l'accès à la citoyenneté, à l'éducation, à l'uniformisation nécessaire à la promotion sociale. Salanter va orienter cette initiative d'uniformisation en ne faisant plus de distinction entre les catégories socio-professionnelles. Il uniformise les inégalités naturelles entre les hommes, entre autres en se basant sur le traité de Jean-Jacques Rousseau. Notamment, il préconisera l'étude du Moussard aux femmes, chose qui était inconnue, car pour lui, toute âme n'est pas exempte de travailler sur elle. La discipline Moussard est novatrice. Elle marque un temps d'avance sur son époque, car elle sera impartiale sur le genre, l'âge et les aptitudes intellectuelles. Dans ce contexte historique, le mouvement Moussard s'inscrit dans une fracture interne au sein de la communauté juive, entre les éclairés, donc les maskilim, les traditionnalistes, les mitnagdim, les fameux opposants, et les racidiques. Donc on va faire déjà un petit rappel historique avec plus de concision. La situation historique antérieure du XVIIIe siècle est marquée par de nombreux tumultes dus à des faux messies, notamment les héritiers du sabbatéen, donc, Jacob Frank en Pologne, donc en Podolie,
Le mouvement chassidique prendra essor sous la figure charismatique du Baal Shem Tov. La Scala, les Lumières juives prônent justement, elles œuvrent à l'accès à la citoyenneté. Donc, elle placera ses moyens pour enrayer les déviances de ce mysticisme perçu comme une secte. La Scala, signifiant littéralement éducation, est un mouvement de pensée sociale visant à intégrer les Juifs dans la société. L'accès à la citoyenneté est rendu possible par l'accès à l'éducation, notamment par l'assimilation profane. Le mouvement Moussard se distingue des Lumières dans son instruction ne visant pas simplement à éduquer l'esprit de raison, mais à tendre à la conduite morale pure et parfaite. L'accent des Lumières sur les qualités de l'être moral est basé sur le devoir, rattachant ainsi la volonté de l'homme allant à l'encontre de ses désirs. Or, l'impératif kantien, à savoir, d'après la maxime, agis uniquement d'après ta maxime, d'en faire agir uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux aussi vouloir que cette maxime devienne une loi universelle, est une logique de bonne volonté. Or, elle ne garantit pas la pureté de la moralité. Ainsi, un homme peut agir par pur respect de la loi morale tout en pensant le contraire. Nous allons brièvement exposer son contenu bibliographique à la figure par excellence Rabbi Salanter. C'est un homme qui a donné naissance à un mouvement qui aura une ampleur dans sa postérité, une ampleur naissante, à savoir, il est né Israël Lipkin en 1810 dans la région de Zagoré. Donc c'est la région de, on va essayer de l'expliquer, la région de Lituanie-Kaunas, il est le fils d'un haut talmudiste, Rabbi Zev Wolf Lipkin, auteur d'un commentaire de Talmud, notamment le Haggaot Ben Aryeh. Sa mère était réputée pour ses connaissances spiritualistiques. On observe déjà 2 points. C'est que nos sages nous enseignent que les parents ne lèguent pas seulement des éléments biologiques, bien au contraire, ils sont aussi de nature psychique. En effet, la quête de toute vie de Rabbi Salanter fut de conjuguer l'approche textuelle qu'il doit à son père tout en l'incarnant au vivant, ce qu'il doit à sa propre mère, c'est-à-dire à revivifier le judaïsme dans sa profondeur. Pour Salanter, l'action rituelle doit s'accompagner d'une profondeur, porteur d'un sens, au sens où l'objet ne détient plus le caractère mécanique ritualistique. Rabbi Israël Salanter incarne en tout point une doctrine moussard, dans le sens où il était brillant intellectuellement. D'après le passage anecdotique, il est envoyé seulement à l'âge de 14 ans au Rabbi Akiva Eger, donc chef d'autorité locale de la région de Lituanie, dans lequel il stipule déjà un premier commentaire relevant d'une érudition sans pareille. Il possédait de nombreuses vertus, telles que la crainte du ciel et ses remises en question incessantes. Lui permettait d'effectuer une mitzvah par le mérite de Akadosh Baruch Hu ou par son propre mérite. L'immensité des connaissances de Rabbi Salanter était à la dimension de sa simplicité et de son exigence envers sa propre personne. Il prend la dénomination de Salanter lorsque son père, alors tout juste âgé de 9 ans, l'envoya à Salante. Il fit la rencontre de son maître à penser, Rabbi Zundel, qui plus tardivement deviendra le tzaddik caché par excellence, dans le sens où son attitude exceptionnelle influencera le jeune Salanter, et c'est grâce à Rabbi Salanter qui dévoilera son potentiel latent, en fera sa figure de proue, à savoir dans ses actions ultérieures. La discipline Moussard se base sur les devoirs du cœur, le Rovot Alevavot de Rabbi Bariem In Pekuda. C'est un philosophe du XIe siècle, bâtissant la structure de son œuvre sur l'éthique des pères. Le but recherché par Salanter est de produire un réveil de conscience morale chez les Juifs. Or, pour lui, les devoirs du cœur, comme son maître à penser, le Rav Zundel, ne sont pas suffisants car il est tout seul pour produire l'effet escompté. C'est-à-dire que les devoirs du cœur amènent l'individu sur un examen qui permet un éveil de l'âme, tendant vers la perfection entre les 2 mondes, mais ne nécessitant pas forcément une prise de décision et une mise en pratique directe de la méthode.
Pour Salanter, les devoirs du cœur, donc le robot d'Alevavot, ne suffisent pas à agir sur le caractère, dans le sens que les messages véhiculés doivent franchir une longue distance entre l'esprit et le cœur, afin de pénétrer l'être en profondeur. Sa discipline se basera à convertir l'impulsion du cœur à la raison. Lorsque les messages produiront l'effet attendu, ils permettront un rapprochement avec la divinité, donc avec Hachem. Ainsi, Salanter accompagnera l'étude du Moussar avec le principe de Be'it Peilut, à savoir une expérience émotionnelle profonde. L'intériorisation de la discipline et des enseignements moraux doivent conduire pour lui à un élan du cœur. Donc, ces élans moraux doivent être justifiés par la répétition incessante de ces principes moraux visant à créer une seconde nature chez l'individu. Notamment, une anecdote rappelle qu'à la suite d'un pogrom, le Chafetz Chaim fut hébergé dans une auberge où il entendait justement son camarade de chambre, qui n'était autre que Rabbi Salanter, répéter incessamment ces versets de perfectionnement moral. Donc, pour rappeler déjà le contexte historique, Rabbi Salanter retournera à Kovno, à savoir, enfin, une petite digression, alors j'ai dit qu'il était né à Kaunas, donc en Lituanie, donc elle porte la dénomination lorsqu'elle est rattachée au duché de Varsovie, qui plus tard était le royaume de Pologne-Lituanie, donc le Commonwealth polono-lituanien. Et ensuite, elle prendra la dénomination de Kovno. Donc, suite au partage, on va essayer d'être concis. Donc, suite au partage de la Pologne en 1842, il y a eu trois partages successifs, en 1842 jusqu'en 1993. Dans ces partages, la Pologne est fragmentée entre le tronçon prusse, autrichien et russe. Lorsque Catherine II de Russie étendra sa zone dans les confins, ce qu'on appelle les confins à l'heure actuelle, ce sont les pays satellites qui ont déclaré leur indépendance de l'ex-URSS. Donc, à partir de 1855, sous le règne d'Alexandre, donc le successeur de Catherine II de Russie, il autorisera l'installation des Juifs dans la zone de résidence, réduit la durée de l'enrôlement de l'armée émis par son prédécesseur Alexandre Ier. Catherine II, en 91, expulsa tous ces Juifs de Russie, à la raison qu'ils nuisaient justement à trop d'indépendance vis-à-vis du pouvoir gouvernemental tsariste. Donc, dans le royaume rattaché, dans le royaume rattaché entre les deux nations, la Pologne et la Lituanie, Alexandre II marque son règne de réformes qui vont profondément bouleverser la structure traditionnelle et identitaire du judaïsme. La communauté juive, donc il distinguera la communauté juive en deux catégories. Donc les juifs utiles, qui vont être les artisans et les diplômés, et les juifs inutiles. Donc lui-même, sa politique réformiste du tsar Alexandre II encouragera les Juifs à s'établir dans les villes, donc à savoir que les grands centres talmudiques s'établissaient dans les campagnes. Par la suite, il y aura un délitement entre le lien social, le lien fragmenté, le lien traditionnel du judaïsme. Donc, c'était déjà une mise en perspective d'une assimilation précoce de la part d'Alexandre II, qui, nous le verrons plus tard, sous Alexandre III, marquera vraiment une fracture sous l'assimilation des Juifs considérés les Juifs errants. Les Juifs errants qu'on verra peut-être dans un cours ultérieur sans s'appesantir sur la question. Donc, on va déjà s'intéresser à la discipline Moussar avant de rentrer précisément dans le sujet en tant que tel. On va déjà s'intéresser aux origines. Donc, elle remonte au temple. Rabbi Salanter s'inscrira en tant que figure novatrice et défenseur de la tradition talmudique contre l'assimilation, et lui va réactualiser cette discipline d'accroissement du potentiel intérieur existant à l'époque du temple. En effet, nous le voyons très bien, nous constatons dans les preuves historiques, les sages de la tradition exploitaient déjà cette dimension de développement intérieur et de santé affective. On s'aperçoit notamment que le terme thérapeute provient avant l'ère commune d'un mouvement juif
dans l'ère commune à Alexandrie. Ainsi, la sagesse juive s'oppose au déterminisme, à savoir, je vais m'expliquer, qu'elle considère le potentiel de chacun à influencer positivement son environnement, ce qui va être un grand axe du Rabbi Salanter, sa personne et son environnement. Le juif a la possibilité de surmonter, d'après la longue chaîne de la tradition du temple jusqu'à Rabbi Salanter, a la possibilité de transcender sa condition d'être humain, à savoir en appliquant les mitzvot. Son état de nature est profondément marqué par sa seconde nature. Nous avions évoqué qu'il mettait au point une répétition incessante, une intériorisation de la discipline traduite par le terme hébreu Beitpaelut, excusez-moi, qui revêt à chacun ses propres aptitudes. Or, ce qui est une nouveauté pour la tradition, dans le sens où la tradition mettait sur le même point d'égalité, que ce soit dans les connaissances intellectuelles et culturelles, la même approche. Avec l'intériorisation, on revient, se reconcentre sur la dimension de l'intériorité de l'être humain, à savoir que cette intériorité, donc cette novation de Rabbi Salanter sur cette intériorité, a été profondément marquée par l'influence des Lumières, donc de la Scala. Donc, nous pouvons constater un autre point très important, les réformes zaristes, donc nous l'avions évoqué, visant une russification de la population juive, notamment Rabbi Salanter va utiliser la discipline et le mouvement Moussar en tant que mouvement de contre-réforme, prenant connaissance de la situation du déclin spirituel où se trouve la population juive fracturée. Donc nous le rappelons, entre ces éclairés, ces opposants et ces chassidiques. Le cursus, donc les réformes zaristes vont introduire dans le cursus traditionnel justement des connaissances profanes. Ils encourageaient à répondre à l'offre du gouvernement. Donc ils proposaient concrètement un soutien financier aux yeshivot. Donc l'introduction d'enseignements profanes servait à former des rabbins du gouvernement. Donc ces rabbins, en tant que tels, qui ne sont pas des maskilim, qui vont avoir une éducation basée sur la tradition, mais qui vont être encouragés. Donc on a vu ceux qui ont quitté les villes, qui ont quitté les campagnes pour s'installer dans les villes, eux-mêmes vont être encouragés à expérimenter, à considérer déjà la zone de résidence comme un laboratoire d'expérience, dans le sens où ces juifs-là, ils vont être encouragés à développer une approche conjointe entre la discipline profane et traditionnelle, mais qui se distingue de la Scala, qui elle-même mettait l'accent, en tant que mouvement social et donc politisé, mettait l'accent justement sur l'accès au droit. Or, ces rabbins du gouvernement n'avaient pas l'engagement d'accéder au droit. Hein. Elle se tenait à la charge du gouvernement tsariste. Donc, il faut savoir que le ministère russe possédait des émissaires. Donc, ces émissaires étaient intéressés, notamment, ces émissaires côtoyés étaient en relation directe avec les maskilim. Et donc, c'est ces maskilim qui vont s'intéresser au profil du rabbin Salanter. Ils vont chercher, justement, si je puis dire, à le corrompre, dans le sens qu'il adhère au projet d'éducation dans la mise en modernité d'un tissu éducatif traditionnel dans le bouleversement des mœurs sociales. Donc Rabbi Salanter va être profondément conscient du déclin qui s'abat sur l'étude talmudique. Notamment, il remarque qu'il y a une perte de la maîtrise de l'hébreu, le vide, donc ce vide en tant que tel dans l'éducation religieuse traditionnelle va être comblé automatiquement par la Scala et par le chassidisme de l'époque, qui diffuse, comme nous le savons, les connaissances mystiques accessibles à la masse. Donc, un autre point aussi important, on va traiter, donc on va essayer d'être assez concis avec le temps imparti, donc les aspects négatifs de la modernité. Donc Salanter, il faut savoir qu'il a essayé d'enrayer ces aspects sur ces différents aspects, donc on le rappelle, sur la russification forcée, notamment sur l'enrôlement des jeunes enfants arrachés à leurs parents pour 25 ans. Donc on a vu qu'avec Alexandre II, la durée en tant que telle a été fortement réduite, mais toujours en vigueur. Alors,
donc, dans l'évaluation de sa progression personnelle. Donc on va exposer. Donc, Rabbi Salanter mettra au point 13 midot, que vous pouvez voir si je vois. Voilà. Alors, c'est très midot. Il va l'exposer en tant que compatibilité quotidienne. Mentionné, il se place donc dans le bastion car effectuera un voyage à Königsberg. Königsberg, à l'époque, il se situe en Allemagne, enfin en Allemagne actuelle, donc d'origine, est le foyer justement à foison des sciences humaines en particulier. Donc le conditionnement psychologique, on peut déjà enfin, je veux dire par la suite, supposer qu'il était behavioriste avant l'heure. Donc, dans ces 13 principes, dans ces 13 vertus, il s'est référé à une œuvre qui va rééditer du rabbin Menachem Mendel Lefin de Galicie, d'un masquil éclairé. Donc ce mitnek, pardon, excusez-moi, c'est un éclairé, Nagdim, à savoir un opposant. Donc lui-même va bâtir son œuvre, donc le Cheshbon HaNefesh, la comptabilité de l'âme, il va le bâtir sur 13 vertus qui vont être adaptées de l'autobiographie de Benjamin. Elles vont servir d'armes. La pratique extatique va être sévèrement pointée, si je puis dire, pointée du doigt dans l'œuvre, par la mise en traitement des aspects psychologiques et neuronaux des chassidiques, notamment par du domaine ésotérique, qui pour la tradition était proscrit. Donc pour Rabbi Salanter, qui rejoint dans les mythes éclairés, donc Rabbi Mendel Lefin, sur l'état caractériel du chassidisme. Donc, il basera la forme de ses vertus par l'idée, donc il va se détacher, lui en tant que tel, il va se détacher des idées assimilationnistes dans lesquelles fait preuve Menachem Mendel Lefin dans son œuvre Le Cheshbon HaNefesh. Donc, lui-même va émettre aussi 13 midot, on peut le voir. Donc, il reprendra les midot suivants. Donc, il est intéressant de voir que dans le Cheshbon HaNefesh, donc dans l'œuvre de Menachem Mendel Lefin, donc pour accéder à cette quête de vérité, on va débuter par l'équanimité de l'âme. Donc, à savoir que dans la philosophie, ça correspond à l'ataraxie. Donc, c'est-à-dire qu'on va tâcher de toutes les souffrances à pouvoir être annihilé par cette capacité d'intériorisation et d'introspection de soi. Donc, en tant que telle, l'équanimité devait servir la tolérance jusqu'à venir à la quête de vérité, donc en passant par le calme. Après le tableau, on le voit bien, hein. Abstinence dans les relations physiques. Enfin, lui, il axera beaucoup plus sur cette problématique, vu qu'il s'intéressait aux sciences et que l'hygiène de l'époque n'était pas au rendez-vous. Donc, ensuite, dans les méthodes de Salanter, lui-même, Salanter ne va pas partir. Pour lui, ça ne va pas être la quête de vérité à atteindre son but ultime. Pour lui, ça va être la notion d'intériorisation, de retour à soi, donc à l'individualité. Pour lui, la vérité, elle est déjà présente en l'être humain. Il y a déjà une notion de perfection semblable à l'image de Dieu, comme nous l'avions évoqué par rapport aux commentaires du traité du Talmud. Donc on le voit très bien, hein. Il va modifier cette tradition parce que ce mouvement en tant que tel combinera à la fois la perfection de l'individu et prôné par la Scala, tout en étant fidèle à la tradition juive. Donc, ce qui va être un avantage pour Rabbi Salanter, car il va pouvoir justement faire adhérer de nombreux jeunes, parce que ce sont des jeunes hommes qui se rendent dans les yeshivot en tant que tels. Donc, ils ont énormément de troubles psychologiques, notamment on le verra par la suite avec Alexandre III, les fameux pogroms de Kiev,
qui ont été initiés à sa charge et toutes les massacres en question sur la communauté juive. Donc, de plus, la modernité chez Salanter, elle s'inscrit aussi, elle se définit par l'organe de presse. Donc, nous avons rappelé que la notion de correction de soi, donc le Moussard en tant que tel, son premier sens littéral, il se basera sur ce Michelet. Donc, sur ce proverbe en question, il est mention de raison et de sagesse. Donc, pour lui, il va utiliser les moyens modernes, les moyens techniques mis à sa disposition. Voilà, les moyens techniques mis à sa disposition, à savoir la presse. Il connaîtra parfaitement le commentaire du Bureau de Moses Mendelssohn, qui lui-même est le représentant, le chef de file de la Scala et de la Aufklärung, à savoir des Lumières allemandes. Donc, eux, on le rappelle, prônaient justement l'accès à la citoyenneté. Salanter va prôner plutôt l'accès à un retour à soi. Ça a pu être la citoyenneté en tant que telle à se rallier justement à une nation, mais plutôt à considérer les événements extérieurs en s'en libérant, en s'en détachant. Donc, il utilise une innovation qui est marquée par la connaissance avancée de la Scala. Donc pour lui, cet accès à cette évolution de conditions, donc il va en fait tout simplement, il va prendre le contre-pied de la Scala qui eux-mêmes axés, donc on l'a répété avec le Resh Bona Nefesh, donc sur ce retour de tranquillité de l'âme pour nous amener à la quête de vérité, alors que pour Salanter, la vérité est déjà présente en l'individu, elle doit amener à un retour sur soi. Donc, vu que la communauté juive était dépendante des situations qui l'accablaient, elle n'avait pas la faculté de se libérer de ces réformes tsaristes, sur le plan extérieur. Par contre, sur le plan intérieur, donc quand Salanter s'intéresse sur le plan intérieur, s'intéresse aussi au sein de la communauté juive, mais également à la pensée, à la psyché du juif en question. Comment il va pouvoir se détacher des événements qui l'accablent sans forcément s'en libérer physiquement. Hein. Donc, il en va sans dire. Donc, il nous reste 5 minutes, Dan. Donc, de toute façon, on aura l'occasion de faire un second shiur là-dessus, mais brièvement, on va déjà quand même, ça va être l'objet d'un second shiur. Donc, déjà, les yeshivot de Lituanie, on va rappeler déjà qu'elles ont été, le concept de yeshiva en soi n'est pas moderne, car il y avait de nombreuses yeshivot qui existaient au XVIe siècle, notamment les yeshivot polonaises. Mais la structure organisationnelle, donc qui va être établie par le Rabbi Chaim de Volojine, alors là, va avoir un caractère novateur. Les traditionalistes, en tant que tels, sont tout à fait conscients du déclin spirituel et de l'étude des Juifs dans ce contexte assimilationniste. L'Allemagne, les Juifs allemands vont être les premiers touchés. Par la suite, ceux de Pologne-Lituanie vont être aussi également impactés. Les Juifs après d'Ukraine, eux, on le reverra dans une prochaine partie, mais bon, eux-mêmes on le verra, vont inciter d'autres mouvements aussi sectaires. Il y a des mouvements qui vont se greffer, qui vont s'agréger les uns aux autres. Donc, pour rappeler, il faut savoir que la méthode antérieure des yeshivot du XVIe siècle se basait sur le pilpoul. Alors qu'à l'époque du Rabbi Chaim de Volojine, donc ce 19e siècle naissant, la méthode va être le sens simple. Donc cette méthode est héritée de son maître, le Gaon de Vilna. Donc c'est une méthode qui va être basée sur une étude extensive dans le but de connaître le Talmud et également sur une étude précise et analytique, notamment sur Rashi et Rambam. Donc, elles sont conçues, elles-mêmes, les yeshivot, pour des étudiants en capacité d'étude, à savoir que le Talmud et les commentaires qui sont appropriés sont déjà à un niveau avancé. La particularité de Rabbi Salanter, ça va être de diffuser un contenu beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Il aura cette capacité réellement à adapter son discours à n'importe quelle catégorie socio-professionnelle. Il est intéressant de mentionner qu'avec cette époque, comme nous l'avons vu, un urbanisme très marqué de la communauté juive qui a été incité par les réformes tsaristes, ses émissaires et lui-même se rendaient dans ces confins, donc les confins de Russie,
et aller directement sur le lieu de travail des juifs artisans pour établir des bêtes à moussard. Donc, ça va être, donc elles vont se distinguer des bêtes à midrash antérieures, des petites maisons d'études en se focalisant sur l'étude du moussard. Il avait tendance à répéter que le moussard, en tant que tel, l'étude du moussard, même une demi-heure, pouvait par la suite donner plus à profit, pouvait mettre à profit une étude talmudique que l'inverse. Or, dans les yeshivot de Lituanie, il y a eu de nombreuses oppositions, on le verra un peu plus tard, il y a eu de nombreuses oppositions, notamment sur le fait de relayer au second plan l'étude du Talmud, alors que pour eux, le moussard n'avait pas forcément une vocation première d'élever l'homme dans son étude permanente, de tisser un lien étroit avec Dieu. Or, pour Salanter, ça va être tout le contraire. Pour lui, dans une situation assez désespérée, le fait de tisser un lien beaucoup plus profond, que ce soit avec Dieu, mais également avec son intériorité, va permettre, comme nous l'avons précisé, de dépasser sa condition.